Merci Jean-Paul. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de contribuer à la chaire de Jean-Paul Lemont sur la robotique au Collège de France et je le remercie vivement de m'avoir invité à couvrir par ce séminaire quelques volets de l'action délibérée, de la planification et de l'apprentissage. Donc, Jean-Paul l'a répété dans sa leçon inaugurale et ses précédents cours, l'action est au cœur de la robotique, mais qu'en est-il de l'action délibérée? Est-elle nécessaire? Pourquoi faire? Et comment doter un robot de capacités de délibération? Cette dernière question reste largement ouverte. Je vous propose d'illustrer ici, en complément du cours qui précède, les principaux problèmes qu'elle pose et quelques approches pour tenter de les résoudre. Motivons tout d'abord le besoin. Vous voyez ici le robot Spirit, un robot martien qui est sur Mars depuis maintenant 9 ans. Et voici la troisième génération de robots martiens. Son nom est Curiosity. Il a été lancé il y a 2 mois, fin novembre, par la NASA. Si tout va bien, on assistera au mois d'août à un atterrissage, si je puis dire, sur Mars spectaculaire de ce genre, qui utilise en particulier les techniques que Jean-Paul a mentionnées dans le cours qui précède d'asservissement visuel pour un positionnement très précis à l'atterrissage. C'est ce qui est illustré ici. Alors, le robot Spirit que j'ai montré en premier s'est arrêté il y a 3 ans. Il a réalisé une mission bien plus étendue que ce qui était attendu de lui initialement. À son arrivée sur Mars, il ne réalisait que quelques mètres par jour, mais au total, il a parcouru en 6 ans et demi plus de 20 km sur Mars, soit 8 mètres par jour. Son frère jumeau, qui s'appelle Opportunity, fonctionne toujours. Il a été doté de capacités de planification en cours de mission. Il parvient aujourd'hui à faire près de 30 mètres par jour. Le robot qui sera sur Mars au mois d'août a des capacités de franchissement et un rayon d'action bien plus long. Il est censé pouvoir effectuer 50 à 100 mètres par heure. D'ici peu, ce véritable laboratoire de chimie roulant, qui est doté d'une instrumentation excessivement riche, va se retrouver sur Mars pour réaliser une mission complexe d'exploration, d'analyse des possibilités de vie microbienne passées au futur de la planète voisine. Le robot est capable de mesurer des niveaux d'irradiation, d'éclairer par laser et d'observer par télescope et spectrographe à distance pour identifier des éléments chimiques d'intérêt. Il peut alors se rapprocher, faire des prélèvements, les analyser finement. La question qui se pose immédiatement, c'est comment réaliser au mieux cette mission, alors que le signal Terre-Mars peut prendre jusqu'à 40 minutes pour faire l'aller-retour. La réponse issue de l'expérience des 2 précédentes missions sur Mars est de le doter d'un maximum d'autonomie et de capacité d'action délibérée. Dans beaucoup d'autres applications, on a des missions similaires où il s'agit de naviguer, d'explorer, de déployer des instruments, de communiquer et de gérer au mieux des ressources. Prenons un deuxième exemple. J'ai passé, l'été dernier, une journée typique dans ce laboratoire que Jean-Paul a également mentionné, un laboratoire interdisciplinaire sur la côte pacifique des États-Unis. Chaque matin commence par l'analyse des résultats recueillis la veille par un robot de ce type. Puis, on se réunit autour d'une table. Il y a des océanographes, des biologistes, des géologues, des roboticiens, une équipe interdisciplinaire assez large, une vingtaine de personnes, pour fixer les objectifs de la mission suivante. Vers midi, une petite équipe opérationnelle embarque et elle dispose à peu près de 2 heures pour bien préparer le robot et lui donner toutes les consignes de la mission suivante. Après 2 heures de navigation, on est au large, on largue le robot, il va rester injoignable pendant 18 heures. Et on ira le repêcher le lendemain matin, au lieu prévu, avec, on l'espère, une moisson d'une nouvelle journée d'exploration, dont une dizaine d'échantillons marins qu'on espère bien choisis. La spécification de cette mission ou de la précédente va se faire par la donnée d'objectifs généraux, de contraintes, de critères. Par exemple, on va dire au robot « explore telle zone », mais si on détecte tel niveau d'irradiation élevé ou telle forme géologique d'intérêt pour les scientifiques, alors il faut aller les analyser de plus près. Dans telle situation, il faut faire des prélèvements, etc.
dans tous ces cas, on ne sait pas spécifier la mission sous forme de commande directement exécutable. Ici encore, la réponse appropriée aux besoins, c'est de doter le robot à la fois d'autonomie et de capacité de planifier ses actions à un haut niveau. Donc, dans de nombreux cas, on souhaite que le robot soit autonome et agisse au mieux pour réaliser la mission qui lui est assignée. Agir au mieux, c'est agir rationnellement, selon des critères qu'il faut trouver. Encore, je reviens à la conclusion de Jean-Paul de tout à l'heure. Donc, agir rationnellement par des actions délibérées, choisies, planifiées et exécutées pour réaliser la mission. Alors, permettez-moi une parenthèse sur le paradigme de la manip qui joue un rôle important en robotique. Pas seulement en robotique, mais dans beaucoup d'autres disciplines de recherche, le paradigme de la manip est intéressant. En robotique, une manip, c'est un robot, un ensemble de tâches et un ensemble d'environnements dans lequel ce robot est censé faire ses tâches. On en a vu quelques exemples dans le cours qui précède et dans les deux motivations aussi. Et donc, on spécifie un problème de recherche en robotique par une manip à faire au robot. Dites-moi quelle manip fait votre robot et je serai peut-être en mesure de vous dire à quel problème de robotique vous vous attaquez. Pour simplifier, je vais caractériser une manip de robotique par deux attributs, le degré d'autonomie du robot et le type et la variabilité des tâches et des environnements. Il y a d'autres caractéristiques d'une manip qui sont intéressantes. Par exemple, la richesse sémantique de l'environnement, très pauvre dans les deux exemples qui précèdent. L'interaction avec l'homme, l'incertitude, la dynamique de l'environnement. Mais restons-en à ce moment à ces deux seuls attributs, degré de variabilité des tâches et de l'environnement et degré d'autonomie. En l'absence d'autonomie, comme pour ce robot chirurgical, il n'y a pas besoin de délibération. Ici, c'est bien sûr le chirurgien qui agit, le robot n'est que le prolongement de sa main, et donc c'est le chirurgien qui délibère. Pas besoin de délibération non plus si le robot doit effectuer une seule tâche. Ce robot aspirateur que vous avez peut-être chez vous, qui est largement diffusé, ne fait qu'une et une seule tâche, et il la fait bien dans toutes sortes de types d'environnements d'intérieur. Pas besoin de délibération non plus lorsque le robot est confiné à un seul environnement bien spécifié et qu'il a été programmé pour cela. Donc, si la mission nécessite la réalisation d'une variété de tâches dans des environnements ouverts qu'on ne sait pas modéliser complètement, alors il y a besoin de fonctions délibératives telles que, pour prendre une vision assez large, les 6 fonctions dessinées ici. Alors, ces 6 fonctions sont relativement interdépendantes. Elles vont permettre au robot d'agir sur l'environnement via des capteurs et des actionneurs. Ces capteurs et ces actionneurs peuvent être extrêmement complexes, comporter des asservissements, comporter des fonctions de traitement des signaux, mais je suppose que ce niveau du robot matériel ne comporte pas de délibération, au sens où je l'entends ici. Et au-dessus de ce niveau, eh bien, la fonction que j'appelle agir consiste à choisir et à réaliser des compétences. Ce terme compétence, je vais le reprendre à plusieurs reprises dans la suite de l'exposé avec la même signification. Une compétence, c'est une ou plusieurs boucles fermées sur des simuli et des commandes qui réalisent l'action ou une partie de l'action, et je vais en donner quelques exemples. Il y a ensuite la fonction observer. Observer, c'est détecter, interpréter, mettre à jour l'état du monde, y compris par des actions délibérées d'observation. Il s'agit de ne pas se focaliser sur les seuls stimuli sensoriels pour agir, parce que ça conduit à un focus ou à une focalisation de l'attention qui peut donner lieu à ce qu'on appelle des tunnels d'attention qui peuvent être très très dangereux. On peut y revenir lors de la discussion. Il faut qu'on soit en mesure d'avoir une perception complète du contexte dans lequel l'action délibérée se déroule. L'action délibérée s'appuie sur des prédictions et supervisée consiste à apprécier l'écart entre les prédictions et les observations. Au besoin, faire des diagnostics et des reprises d'erreurs. Bien, planifier, c'est la synthèse de plan, le choix et l'organisation des actions qui réalisent les objectifs de la mission. Ces objectifs sont parfois donnés de façon explicite. On veut atteindre tel état, on veut que le robot soit dans telle position. Mais on peut également spécifier la mission en termes plus généraux, comme les exemples qui précèdent. Explorer cette zone. Mais si telle opportunité ou telle situation se présente, alors il faut les approfondir. Ou, contrairement, dans certains cas, il faut les éviter instamment. Par ailleurs, un objectif peut devenir obsolète dans certains contextes, parce que, par exemple, il est trop tard. Donc, l'action délibérée nécessite de garder un recul par rapport aux objectifs que l'on a planifiés. Ce n'est pas parce qu'on l'a planifié qu'il faut continuer les yeux fermés, et il faut pouvoir continuer à raisonner et à gérer ces objectifs
constamment. Et finalement, tout ceci s'appuie sur des modèles. Ces modèles, il faut les acquérir, et souvent c'est très difficile de les fournir par ingénierie au robot, et l'apprentissage permet au robot soit de les acquérir, soit de les améliorer pour mieux réaliser sa mission, y compris en agissant pour apprendre. Apprendre, c'est aussi le fait de pouvoir délibérer pour agir pour mieux réaliser la mission. L'apprentissage actif. Alors, dans ce schéma conceptuel assez simplifié, les 6 fonctions communiquent par une base de données et de modèles. C'est un schéma très théorique. En pratique, si vous voulez réaliser de telles missions sur un robot, eh bien, il va falloir les imbriquer beaucoup plus étroitement et les réaliser via des boucles fermées imbriquées à divers niveaux de dynamique entre les capteurs réactionneurs qui sont le robot matériel et puis un certain nombre de boucles fermées dont on peut avoir l'intuition que agir, observer, superviser sont au niveau des boucles les plus internes, alors que peut-être planifier, gérer les objectifs et apprendre sont au niveau des boucles externes, mais souvent, les choses peuvent évoluer au cours d'une mission. La réalisation de ces boucles fermées imbriquées nécessite des architectures élaborées. Par exemple, ces quelques architectures, Jean-Paul en a mentionné une, celle du robot Marie d'océanographie qui est en bas. Celle-ci est celle de la NASA, celle-ci est celle du laboratoire de robotique de l'Université de Carnegie Mellon. Permettez-moi d'illustrer sur l'architecture LAS quelques éléments communs à toutes ces architectures, très, très rapidement. Les fonctions sensorimotrices du robot constituent le premier niveau. C'est celle que l'on voit ici. Cette architecture, dite architecture LAS, a été déployée sur de nombreuses plateformes, dont celles qui sont illustrées là. Le niveau des fonctions sensorimotrices peut être relativement complexe, entre 20 et 30 fonctions de base sur lesquelles les niveaux de délibération, qui sont ici les 2 niveaux du dessus, vont pouvoir s'appuyer. Je ne vais pas détailler ces fonctions sensorimotrices, je suppose être capable de les modéliser et je vais m'efforcer de les utiliser adéquatement grâce aux fonctions de délibération que je vais décrire et auxquelles je vais me consacrer dans la suite. Donc, plus précisément, voici le sommaire du reste de ce séminaire. 3 exemples d'approches en planification et le lien à l'action. 3 exemples d'approches en apprentissage et je conclurai. Alors, la planification en robotique se décline en plusieurs problèmes spécifiques. Jean-Paul en a illustré plusieurs, en particulier autour de la planification de mouvements. Mais on peut avoir également la planification de tâches, de perception, où on prend en compte les modèles de l'organe sensoriel ou des organes sensoriels que l'on a, la planification de tâches de navigation qui utilise les 2 précédentes, de tâches de manipulation, de communication. Ces divers problèmes spécifiques de planification vont s'appuyer sur des représentations et des formalismes spécifiques, des formalismes mathématiques spécifiques, utilisant en particulier la géométrie, la cinématique, la dynamique, ou d'autres types de modèles dont on va avoir besoin pour réaliser cette planification. Mais dans un certain nombre de cas, la tâche n'est pas confinée à un seul type d'action. Elle utilise des actions hétérogènes et les représentations spécifiques deviennent insuffisantes. Là aussi, ça a été illustré dans le cours qui précède. Il faut raisonner sur des liens de cause à effet. Quelle action permet de préparer quelles préconditions nécessaires à l'action suivante? Quelles sont les conditions de déroulement d'une action? Quel effet va-t-elle réaliser? Et raisonner sur être en mesure de prédire ceci ainsi que les ressources qui sont nécessaires à l'action dans le temps, et ceci va s'appuyer sur des représentations et des formalismes logiques. Alors, je vais essayer de ne pas être trop formel, permettez-moi un modèle conceptuel de la planification qui peut être assez général. Donc, on a un système dit de transition d'état dans lequel on a une collection d'états du système qui est constitué par le robot et son environnement. On a un ensemble d'actions, on a un ensemble d'observations que le robot peut faire, on a un ensemble d'événements. Les événements sont des choses qui transforment l'environnement indépendamment des actions du robot. L'environnement évolue grâce aux actions du robot ou grâce à des événements qui sont contingents du point de vue du robot. Et cette fonction gamma décrit les évolutions du système, à savoir que dans tel état, s'il se produit telle action ou tel événement, je vais me retrouver dans un parmi tel sous-ensemble d'états.
Et cette fonction va me décrire la fonction d'observation. S'il se produit telle action ou tel événement et que j'arrive à cet état, je serai en mesure de pouvoir faire telles observations. Et on va s'appuyer sur des modèles de ce type pour être en mesure d'organiser, de synthétiser des plans et de les dérouler. Un plan dans un tel système, c'est une collection organisée d'actions qui permet de passer au mieux, il y a souvent un critère, d'un état initial à des états buts. Par exemple, une séquence d'actions, se déplacer jusqu'à un certain point, puis se déplacer à un deuxième point, etc. Donc une collection de déplacements ou une collection de prises, etc. Ça peut être également sous une autre forme, par exemple une fonction partielle qui dit que dans tel état, la fonction pi, dans tel état, la fonction pi qui me décrit le plan, va me dire quelle est l'action la plus adéquate à appliquer à cet état. Si je fournis une telle fonction au robot, eh bien, a priori, là où la fonction est définie, il saura quoi faire pour agir. Et la planification, c'est la synthèse d'un tel plan. Elle va se faire par l'exploration de plusieurs scénarios possibles d'évolution, par prédiction et simulation des effets des actions et de la dynamique propre de l'environnement pour savoir si tel choix d'action ou telle séquence d'action va me permettre d'arriver au but que je cherche à atteindre. Les problèmes ouverts avec cette formulation assez générale sont nombreux, à savoir qu'il peut y avoir des événements et des actions qui peuvent être contradictoires, qui peuvent se chevaucher, et qu'il va falloir que je décrive, et dont je dois pouvoir gérer les effets s'ils se passent de façon concomitante. L'environnement n'est pas complètement observable, il y a des informations qui vont m'échapper, mais je vais pouvoir agir même si je ne sais pas tout, c'est l'observabilité partielle. L'environnement va avoir sa dynamique propre pendant que je planifie. Je ne peux pas simplement dire à l'environnement « arrête-toi, je vais planifier, et puis maintenant le monde peut continuer à bouger ». Pendant que le robot planifie, le monde bouge. Et puis, je ne sais pas décrire cet ensemble d'états, d'actions, d'observations de façon explicite et de façon extensive. Si je savais le faire, je saurais planifier facilement. En général, la spécification ne se fait pas de façon extensive par la définition extensive de ces ensembles, elle se fait de façon intensive. La spécification va se faire par la donnée, selon un certain langage, des catégories du domaine. On va dire que dans ce domaine, je vais m'intéresser à des lieux qui sont un certain nombre de zones, de corridors, etc. Je vais m'intéresser à des objets que va manipuler le robot, des containers, des colis, des pinces, des outils, des instruments, des détecteurs, des grues qui font que la mission pourra se réaliser. Et puis, je vais décrire des catégories. Entre ces catégories du domaine, je vais décrire des relations. Certaines de ces relations seront invariantes dans le temps, par exemple que tel lieu est connexe à tel autre, mais la plupart de ces relations vont évoluer, et on parle de fluence, qui vont évoluer. Par exemple, la localisation d'un objet, eh bien, elle va dépendre du fait que l'objet a été déplacé, par exemple par l'action du robot. Ou l'état des instruments, eh bien, l'état des instruments va aussi évoluer dans un certain domaine que je n'ai pas spécifié ici. Et puis, je vais décrire un certain nombre de contraintes, des règles, sur les invariants dans ce domaine. Qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui ne pourra pas se passer? Quelles sont, par exemple, les capacités des instruments, les relations de dépendance, les relations de symétrie, un ensemble de choses que je vais décrire par des contraintes sur les diverses relations entre les catégories. Et moyennant tout cela, eh bien, je vais me donner donc, grâce à ce langage, un certain nombre de variables d'état. Une variable d'état, c'est simplement l'instance d'une relation de ce type. Par exemple, je dirais que l'objet container 2 se trouve au lieu zone 1. Et ceci me donne une variable d'état. Et cette variable d'état va évoluer avec le temps, et mon espace d'état va être le produit cartésien des domaines variations de cette variable d'état, qui est potentiellement infini, parce que si je découvre un nouvel objet, ça va me donner une nouvelle instance, donc une nouvelle variable d'état, et cette dimension va augmenter. Je vais faire de même pour les variables d'action, et puis pour les variables d'observation. Et je vais faire de même pour la description des actions, ces opérateurs de transformation d'état et des opérateurs d'observation dans cet univers dans ce modèle relativement abstrait. Et je vais finir par la spécification dense et intensive d'un modèle sigma qui est soit infini, soit de très grande taille, sur lequel j'aurai beaucoup de mal à me projeter pour faire ma planification. Je suis donc amené à faire des hypothèses simplificatrices telles que considérer que le système sigma sur lequel je planifie doit être fini. Que l'environnement est statique, qu'il ne bouge pas, sauf si rien ne change, sauf si le robot agit sur le monde.
que l'environnement est complètement observable, que le robot est capable de tout savoir, de tout observer, que le système est déterministe, que les effets de ses actions sont complètement prévisibles et que la modélisation est complète et qu'il n'y a pas de non-déterminisme. Que les actions n'ont pas besoin d'observation puisque c'est déterministe. Je sais quels vont être les effets des actions, je ne vais pas avoir besoin d'observer pendant que l'action se déroule. Que les actions sont instantanées, non concurrentes. Les buts à atteindre sont des états spécifiques que je me donne. Alors, par rapport à d'autres possibilités où je dis éviter tels états, par exemple, ou de façon plus ouverte, des critères comme ce que j'ai mentionné dans les motivations initiales. Et la planification, elle se fait alors que le monde ne bouge pas. Si j'admets toutes ces hypothèses, je retombe sur le système que Jean-Paul a mentionné, qui est le système STRIPS, et la planification classique. Et cette planification classique, eh bien, elle se ramène, sur le plan du calcul, à la recherche de chemins particuliers dans des graphes implicites de très grande taille. À aucun moment, le graphe n'est explicité, on n'en génère qu'une toute petite partie, une infime partie, qui va comporter le plan que l'on veut. Et ce problème-là est relativement bien résolu. Malheureusement, les actions que l'on peut synthétiser restent très éloignées de commandes exécutables. Ça reste néanmoins des approches qui ont leur utilité dans un certain nombre de cas, mais qui sont insuffisantes par elles-mêmes pour agir de façon délibérée. En particulier, elles ne prennent pas en compte le temps, puisqu'on a considéré uniquement une succession d'états instantanés. On a un état, puis un autre état, puis un autre état, etc. Une représentation complémentaire consiste à dire j'ai des variables d'état, et je vais m'intéresser à des changements particuliers de ces variables d'état. Je ne prétends pas qu'au moment où je prédis et où je planifie, je suis en mesure de déterminer tous les changements possibles de ces variables d'état. Je vais les décrire d'une manière relativement simplifiée sur quelques points particuliers qui sont nécessaires à mon plan. Le reste, eh bien, on laissera la nature se dérouler au cours de l'exécution. Je vais simplement m'assurer que les contraintes nécessaires, par exemple de précédence, qui font que ce changement de cette variable d'état doit se faire à un instant qui précède celui-ci, parce que cette précédence est nécessaire pour le bon déroulement de l'action, sont effectivement observées. Donc je vais avoir des variables d'état qui sont partiellement spécifiées et des contraintes temporelles, ce qui me donne une plus grande expressivité, en particulier sur durée synchronisation, me permet de parler d'actions qui se déroulent en parallèle et me permet de prendre en compte un environnement dynamique si je sais prévoir des choses de ce genre. Pas complètement, encore une fois, mais en partie seulement. Et des prévisions partielles me sont suffisantes. Je peux avoir un langage de ce type, il y a plusieurs variantes, c'est un langage de logique temporelle où je décris que telle relation portant sur telle variable à tel instant va changer de valeur. Il n'est pas nécessaire que ça soit un prédicat avec des valeurs binaires, donc ça peut être sur un domaine quelconque. Et je vais avoir des contraintes, ici des contraintes qualitatives, mais je peux aussi avoir des contraintes quantitatives sur les divers instants qui affectent les changements des valeurs de ces relations. Ce qui se traduit graphiquement par ce schéma qui dit que si le robot doit naviguer entre cette position et celle-ci et qu'il est en route ici, eh bien, il y a une condition qui doit se remplir ou qui va être remplie par un changement d'une variable à tel instant, puis une autre à tel autre instant, avec les contraintes qui sont ici. Moyennant ce langage qui est relativement simple, eh bien, je sais prendre en compte des actions qui se déroulent en parallèle. Par exemple, cette action et celle-ci sont contraintes l'une vis-à-vis de l'autre par des relations de précédence. Celle-ci ne peut se terminer que lorsque celle-là a commencé, et celle-ci ne va se terminer que lorsque celle-là a commencé. Je ne dis pas laquelle va arriver en premier et laquelle va arriver à la fin. On va laisser à l'exécution une certaine souplesse, mais on va simplement rajouter des contraintes et faire en sorte que ces contraintes, lors de l'exécution, soient effectivement respectées. Et donc, dans cette représentation, eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle un espace de plan partiel, c'est-à-dire une collection d'actions partiellement spécifiées, partiellement contraintes, donc avec des actions, des contraintes, des liens causaux, telle action cause telle chose ou a besoin de tel fait pour pouvoir être exécuté. Et tant qu'il y a des faits à établir, le plan est partiel et n'a pas été terminé, on n'a pas fini de planifier. Et lorsqu'on a fini de planifier, il n'y a plus de faits à établir dans la prédiction en tout cas, et le plan synthétisé va comporter des paramètres et des contraintes qui n'ont pas été spécifiés, qui sont non instanciés, et ça laisse une flexibilité à l'exécution. Les choix seront faits en cours d'exécution.
Et on arrive à des plans qui peuvent être relativement longs, plusieurs dizaines d'actions, relativement complexes. Ici, chaque action de communication est contrainte sur des fenêtres temporelles. Par exemple, dans le domaine des applications pour un robot martien ou un robot dans l'espace, il y a des fenêtres de communication qui sont très contraintes. D'autres actions ont des fenêtres moins contraintes. Le plan total peut être représenté graphiquement par quelque chose de ce type, où il faut se déplacer, il faut communiquer, il faut déplacer une caméra, prendre une image. Et certaines actions se déroulent en parallèle, certaines doivent nécessairement être en séquence du fait qu'il faut avoir fait cette action pour que la précondition de celle-ci soit vérifiée pour que celle-ci puisse avoir un sens, et ces actions sont reliées les unes aux autres par des contraintes temporelles. Cette approche a été brillamment illustrée il y a une dizaine d'années par une équipe de la NASA pour le pilotage autonome pendant plusieurs jours de l'engin spatial Deep Space One. C'est exactement ces techniques de planification. Cet engin devait faire de l'exploration d'astéroïdes et de comètes, et on arrive à planifier et à exécuter dans des espaces de l'ordre de puissance 10, de puissance 20, des espaces significatifs au point de vue de la combinatoire, plusieurs centaines de contraintes, et on arrive à planifier et à faire réaliser les actions par le robot. Là encore une fois, l'environnement a une sémantique extrêmement simple et il ne peut pas se passer n'importe quoi, il est très prédictible. Mais ces mêmes approches, je vous ai dit qu'elles permettaient de coordonner des actions les unes par rapport aux autres. Par exemple, faire de la coordination multi-robots. On a eu un très joli projet au LAS qui portait sur des robots Docker, où les robots planifient leur activité de façon distribuée et autonome. Il n'y a pas de plan global ici, chaque robot planifie à son niveau, mais il y a un échange de plans lorsqu'il y a possiblement des ressources partagées. Le robot qui va avoir besoin d'une partie de l'espace qui est utilisé par un autre robot va lui fournir son plan et, selon un protocole qui a été prouvé, un robot ajoute des contraintes sur le plan qu'il récupère et cette contrainte doit être respectée par l'autre robot. Puis on arrive à des comportements qui semblent assez spectaculaires. Il n'y a eu aucune planification centralisée. Et ceci a pu donner lieu à des simulations sur des dizaines de robots et des mises en œuvre expérimentales sur des robots physiques au LAS et sur des sites industriels. Ça a été également expérimenté sur des robots typés, de types différents, avec des cinématiques plus complexes que simplement des robots identiques qui ne font que se déplacer. Ce que vous voyez ici, c'est la projection du mouvement. Où est-ce que le robot a l'intention d'aller? Quel autre robot cela concerne? Avec qui il va échanger son plan? Et le protocole de partage de plans et de contraintes de plans désigne quels sont les robots qui coordonnent. Ces techniques, avec des variantes, ont permis également de prendre en compte des problèmes de planification de tâches, de manipulation. Alors, il faut voir que la manipulation donne lieu à la prise et à la pose d'objets, parfois à plusieurs prises et plusieurs poses d'objets différents, et que chaque prise ou chaque pose change l'espace de configuration du robot, et qu'il faut simuler ces changements d'espace de configuration pour pouvoir planifier. Donc les techniques que j'ai mentionnées permettent de résoudre les problèmes de changement d'espace de configuration, de planifier dans chaque espace de configuration pour mener à la prise qui est là, ou celle qui est illustrée ici par deux robots typés. Ils ne savent pas faire la même chose tous les deux. Il y a un robot qui peut par exemple, poser de la colle pour pouvoir assembler les pieds d'une table. L'autre va l'aider. Donc chaque robot a un type, donc il y a un robot bleu et un robot noir, et ils vont à la fois coopérer et planifier leur activité pour des tâches de manipulation, avec implication à la fois de planification de mouvement et de planification de tâches, en passant d'un espace de configuration à un autre. Je pense que je ne vais pas le dérouler jusqu'au bout et je vais introduire la planification probabiliste dont je vais avoir besoin pour la deuxième partie. Alors, dans ce qui précède, l'action était déterministe entre un état, une action et l'état successeur. Eh bien, j'avais une relation donc d'un état vers un seul état. La planification probabiliste utilise généralement l'approche des procédures décisionnelles de Markov, où je vais avoir
ici, je suppose que je suis complètement observable, que je connais bien l'état, je vais avoir des actions dont les effets sont non déterministes. Si j'applique l'action A à l'état S, eh bien, plusieurs états peuvent être atteints à partir de l'application de A en S. Les transitions d'état, dans ce cas, sont décrites par des distributions de probabilité. La distribution de probabilité va me décrire la fonction gamma, sa probabilité d'atteindre S' en appliquant A à S. On se donne également une fonction de récompense qui permet d'estimer le coût et l'intérêt d'effectuer une action A en S. C'est la fonction qui est ici, qu'on suppose positive ou nulle. Bon, ça n'a pas d'importance, on peut modéliser différemment le coût de l'action et l'intérêt de l'état que je vais atteindre. Toujours est-il que dans cette formulation des processus décisionnels de Markov, un plan, c'est une fonction, pas nécessairement définie sur tout S, mais sur une partie de S qui me dit que la fonction pi, quelle est l'action que j'applique en l'état S. Ce plan-là a une valeur, et cette valeur, c'est la vision à long terme, les récompenses, c'est la vision à court terme. Qu'est-ce que je vais avoir si j'applique A en S, alors que V, c'est la valeur à long terme, qui est l'espérance mathématique de la somme des récompenses jusqu'à ce que je puisse atteindre mon but. Je vais introduire une fonction de qualité de l'action A en l'état S, qui est la récompense immédiatement gagnée par le robot s'il fait cela, plus la somme pondérée des valeurs selon son plan des états successeurs. Et la valeur du plan V pour le plan pi, c'est simplement Q de S pour l'action donnée par pi. Et ce que je vais chercher dans cette formulation, c'est un plan optimal qui me maximise pour tous les plans possibles la valeur de V, de l'espérance mathématique, de la somme des récompenses. Donc voilà une formulation ici dans le cas complètement observable. On suppose qu'on connaît les états dans lesquels on va se retrouver, qui est celle dite des processus décisionnels de Markov. On peut la résoudre par programmation dynamique. On peut la résoudre aussi par un algorithme qui prend en compte l'aspect dynamique des mises à jour de l'estimation de la qualité de chaque état. Je vais vous l'illustrer en quelques mots. Donc l'algorithme va itérer tant que l'état dans lequel je suis n'est pas le but. Je vais faire cette itération. Pour toute action qui est applicable en S, je vais estimer sa qualité par la formule qui précède. Je suppose que V est une estimation que j'ai a priori, ce n'est pas nécessairement l'optimum. Et puis, ayant fait cela, je vais prendre l'action qui a la qualité maximale. Et je vais l'appliquer, ce qui va me changer d'état, etc. Eh bien, je peux combiner cet algorithme dit glouton parce qu'il se précipite sur l'action qui donne la récompense maximum, plus l'espérance qui suit, qui n'est pas nécessairement estimée initialement de façon parfaite. Je vais combiner ça avec une technique de programmation dynamique et de mise à jour selon l'équation de Bellman que je ne détaille pas, mais qui est traduite ici, qui consiste à remplacer V de S, que j'avais au départ par n'importe quelle information ou estimée a priori, par la valeur de la qualité de la meilleure action à ce niveau-là. Sachant que V de S, au fur et à mesure qu'agit le robot, peut changer dans le temps. Alors, donc, voilà un petit peu les rudiments de la planification probabiliste. On va avoir les mêmes problèmes que précédemment, à savoir qu'il est rare qu'on puisse se donner l'état S par une définition extensive. On ne sait pas décrire tous les états que va rencontrer le robot le plus souvent. Il arrive qu'on y parvienne, mais le plus souvent, on ne le sait pas. On sait spécifier de façon intensive par un certain nombre de variables d'états. Et à ce moment-là, cette définition intensive de S va me conduire à des structures qu'on appelle des réseaux bayésiens dynamiques, où chaque action va être caractérisée par un sous-ensemble de variables d'état, c'est les variables d'état affectées par l'action, et par des liens causaux entre ces variables. Alors, cet exemple est largement utilisé dans les techniques de localisation et cartographie, localisation et cartographie simultanée d'un robot. C'est la commande à l'instant T qu'exécute le robot. Ça, c'est la position du robot à l'instant T, et ça, c'est ses observations à l'instant T, et ça, c'est la position d'un certain nombre d'amères de toutes sortes, visuelles, sensorielles, que perçoit le robot, qui, eux, ne changent pas avec le temps. Et ça, c'est l'état des variables à l'instant t-1, ça, c'est l'état des variables à l'instant t plus 1. Le fin fond de ce schéma, c'est que chaque variable dépend uniquement de ses prédécesseurs dans ce graphe. La probabilité
où la distribution de probabilité de la position du robot à l'instant t plus 1 va dépendre de sa position à l'instant t et de la commande à l'instant t plus 1. Et la position de ce qu'il observe à t plus 1 va dépendre de sa position à t plus 1 et de la position des amers qui, elle, est invariante. Et donc ça décrit une action. Si j'ai une collection d'actions, eh bien, je vais décrire chacune par les variables qui intéressent cette action et par les liens causaux. Et je vais apprendre des structures beaucoup plus, j'y reviendrai tout à l'heure, beaucoup plus compactes pour pouvoir agir. Dernier point sur les aspects planification, c'est que le plan n'a de valeur que si je sais l'exécuter. Dans un plan tel que celui-ci, prendre une image, eh bien, le lien à la commande n'est pas trop éloigné. Déplacer la plateforme, la plateforme portant la caméra, le lien à la commande n'est pas très éloigné. Mais se déplacer de cette position à celle-ci, le lien à la commande est très éloigné et la planification de mouvement sera nécessaire, etc. En général, dans un plan tel que celui-ci, vous allez avoir une vingtaine d'étapes dans le plan. Quand je traduis ce plan réellement par l'expérimentation faite par le robot, je vais avoir une centaine de requêtes aux fonctions sensorimotrices, c'est le niveau du robot matériel que j'ai mentionné au départ, et il y a un écart entre cette vingtaine d'étapes du plan et la centaine de requêtes sensorimotrices. Rappelez-vous que pour pouvoir planifier avec des techniques calculables, j'ai fait appel à des hypothèses simplificatrices dont j'ai pu lever quelques-unes. Dans le cas déterministe, on peut planifier dans le cas non déterministe, mais on garde un modèle relativement simple pour pouvoir faire la synthèse de plans. Alors que pour l'exécution de commandes, eh bien, je vais avoir besoin de boucles fermées, de non-déterminisme, parce que mes modèles ne sont jamais complets, que mon observation n'est jamais complète, je n'observe pas complètement le monde, et le monde bouge pendant que j'agis. Donc, il y a un écart important entre le type de modèle dans lequel je synthétise et la réalité dans laquelle l'action s'exécute. Je vais essayer de couvrir cet écart par une hiérarchie de traitement. La première étape est celle où je planifie. La mission va me donner lieu à une collection d'actions organisées d'une certaine façon. Chaque action va me donner lieu à une collection de compétences. Pour réaliser cette action, je dispose de plusieurs compétences. À un moment donné, je vais choisir celle qui me semble la plus opportune pour poursuivre l'action. Chaque compétence va donner lieu à une collection de commandes. Si je suis en train d'exécuter cette compétence, eh bien, elle va donner lieu à un certain nombre de commandes, et les commandes, finalement, vont donner lieu à la simulation des fonctions sensorielles et motrices du robot avec les retours. Donc voilà un petit peu l'idée de base de cette hiérarchie. Cette hiérarchie fait l'objet de nombreux travaux. Les problèmes restent très largement ouverts. On peut avoir des approches dites à modèles distincts pour planifier et pour agir. Ce n'est pas le même modèle qui se déroule à toutes les étapes de la hiérarchie, avec des représentations hétérogènes. Par exemple, je vais utiliser des logiques temporelles pour planifier et je vais utiliser d'autres représentations sous forme d'automates, sous forme de procédures pour pouvoir agir et spécifier les compétences. Ou bien avec d'autres types de logiques si j'essaie d'avoir des représentations mathématiques qui sont homogènes. Et puis, il y a des approches qui s'efforcent de déployer cette hiérarchie par un modèle unique, en particulier par des techniques de hiérarchisation, mais il y a également des techniques de décomposition, où chaque étape d'un plan est affinée en compétences selon le contexte et selon l'exécution, et on poursuit de façon opportuniste relativement à un contexte qui s'affine et aux observations, et ceci est utilisé en particulier dans le processus décisionnel de Markov hiérarchique. Je vais illustrer deux exemples dans les cas d'approche à modèle distinct. Cet exemple a donné lieu à des collaborations dans le domaine spatial à plusieurs collègues du LAS, où je planifie avec les techniques de planification temporelle que j'ai mentionnées, et puis je supervise et j'agis et je modifie mon plan en fonction du déroulement de ce plan. Donc là, la mission est d'explorer une zone, de la cartographier, de communiquer sur la mission lorsque le robot se trouve dans certaines fenêtres où la communication est possible. Donc voilà le plan, donné de façon un petit peu schématique ici. Le mouvement du robot est accéléré, le robot avance, mais la mission, donc, il prend des images, il cartographie, on le voit sur un autre plan, et puis il arrive que le plan ne se déroule pas comme prévu, on va le voir dans un instant. Il y a eu un problème où il a dépassé une fenêtre de visibilité. Il faut qu'il s'arrête, qu'il répare le plan, qu'il introduise de nouvelles contraintes, ce qui est fait, et il reprend
le plan. Là aussi, il y a eu un problème. Il n'a pas pu obtenir les informations qu'il voulait ou l'image qu'il voulait. Il a dû prendre d'autres images. Le robot est contraint au sens où il ne sait pas communiquer en avançant et certaines images d'intérêt pour la mission doivent être prises à l'arrêt. Donc, il y a plusieurs moments où le plan ne se déroule pas comme prévu et les techniques de réparation du plan permettent de corriger les erreurs, de vérifier l'écart entre prédiction et observation, de corriger les erreurs et de reprendre le plus souvent. J'avance parce que le temps tourne sur ce deuxième exemple qui illustre une mission d'exploration et d'intervention utilisant une approche de logique temporelle. Ces petits hélicoptères doivent réaliser une mission d'intervention, par exemple après un sinistre. La mission consiste à détecter des humains immobiles, à fournir leur position précise aux équipes de secours et puis à leur apporter, par exemple, les premiers secours sous forme de vivres et de médicaments. Chacun de ces hélicoptères est équipé d'une caméra infrarouge, d'une caméra visible, dont la combinaison permet de faire une reconnaissance relativement fiable de personnes qui sont assises ou couchées au sol. Une fois que l'exploration est terminée et qu'on a pu fournir l'information sur la position des personnes qui ont été détectées, eh bien, on va planifier et réaliser le convoyage de ce que l'on va apporter à ces cibles identifiées, à ces personnes identifiées. Cette expérimentation a été réalisée par des collègues suédois de l'université de Linköping. Et ici, c'est sur un site d'expérimentation au sud de la Suède où s'entraînent des équipes de secouristes. Donc là, on voit en simulation, puis on va le voir dans un instant en réel, les aspects convoyage, déplacement. Les hélicoptères, c'est des petits hélicoptères, mais ils ont des capacités distinctes qui leur permettent d'apporter un ensemble de boîtes et d'objets à un lieu, puis d'autres vont les distribuer aux diverses cibles. Donc vous voyez que des missions d'exploration ne sont pas simplement confinées aux robots sous-marins ou aux robots martiens. Il peut y avoir des applications pertinentes pour des robots terrestres. Donc vous voyez ici l'opération se déroule en fonction des cibles identifiées. Les techniques formelles de planification qui sont derrière sont très, très élaborées. Passons maintenant à l'apprentissage. Alors, l'apprentissage en robotique est essentiel. Il porte sur l'acquisition de modèles, sur l'amélioration de ces modèles, sur l'adaptation des modèles aux évolutions de l'environnement, et cela même en l'absence d'autonomie, c'est pertinent. Ce n'est pas nécessaire que le robot soit autonome. Il y a plusieurs formes d'apprentissage automatique qui sont toutes pertinentes en robotique. L'apprentissage supervisé, qui consiste à identifier une fonction à partir d'exemples, de paires d'entrée-sortie de cette fonction. L'apprentissage non supervisé, qui consiste à trouver des catégories, des classes, dans une collection de données. Et ce qui va m'intéresser principalement, c'est l'apprentissage par renforcement, qui consiste à identifier l'action appropriée pour réaliser une tâche à partir de retours d'expérience. On sent que c'est la forme d'apprentissage la plus intéressante en robotique. Alors commençons par le cas simple où la tâche est résolue par une seule action. Une tâche va être résolue par une seule action, prise dans un certain ensemble. Alors, quand l'action est réalisée, eh bien, je vais pouvoir lire une certaine récompense positive ou nulle. Eh bien, je vais faire des statistiques relativement simples. La qualité de l'action A pour réaliser la tâche, ça va être tout simplement la moyenne des récompenses reçues. Le nombre de fois où j'ai réalisé l'action, divisant la somme des récompenses reçues. Et si l'action n'a jamais été utilisée, eh bien, je vais prendre une valeur initiale Q0. Et je vais écrire la même chose que ce que j'ai écrit là, mais sous une forme incrémentale, en disant qu'à chaque fois que je réalise l'action, l'ancienne valeur de la qualité de A va être mise à jour par l'ajout de cette quantité, alpha étant 1 sur le nombre de fois où j'ai exécuté l'action, plus 1. Ceci et cela, c'est exactement la même chose. Donc à la n plus unième fois ou à la k plus unième fois, QA va devenir ça. Mais je montre cette équation de mise à jour parce que je vais l'utiliser dans des cas plus réalistes dans un instant. Alors, cette expression dit simplement comment je mets à jour QA. Donc, je ne détaille pas plus. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que alpha est dégressif. À chaque fois que je rencontre de nouveau l'action A, eh bien, alpha va devenir plus petit. Mais si votre environnement n'est pas stationnaire, c'est-à-dire s'il évolue, vous pouvez avoir intérêt à garder alpha moins dégressif ou constant, à avoir une mémoire courte. Si votre environnement est stationnaire et ne bouge pas, eh bien, c'est la valeur qu'il faut prendre. Ayant cette estimation des qualités, comment je choisis mon action ? Eh bien, le choix glouton consiste à prendre celle qui maximise la qualité.
Mais si je veux apprendre de temps en temps, il faut que j'aille explorer aléatoirement. Donc de temps en temps, selon une loi de probabilité que je me donne, je vais prendre une action autre que celle qui maximise la probabilité. Il faut noter que la valeur Q0 de départ, si elle est élevée, va me conduire, de fait de ce critère, à être curieux, à choisir des actions que je n'ai jamais rencontrées. Mais si cette valeur initiale est faible, eh bien, je serai peu amené à prendre des actions que je n'ai jamais essayées. Alors, ayant ces remarques introductives en tête, voyons le cas plus réaliste où la tâche est réalisée par une succession d'actions qui sont interdépendantes. Il est très rare que la tâche soit réalisée par une seule action. En général, on en a plusieurs qui influencent la réussite globale de la tâche et ce que je vais traduire donc par la somme des récompenses. Et l'approche qui est utilisée en apprentissage par renforcement le plus souvent est celle des processus décisionnels de Markov que j'ai introduit il y a un instant. Et je vais essayer d'apprendre un plan optimal qui maximise mon espérance mathématique de la somme des récompenses. L'approche directe consiste à apprendre le modèle, puis à trouver le plan optimal et à l'appliquer. L'approche qui consiste à apprendre tout en agissant, on parle d'exploitation-exploration, va consister à estimer les qualités sur la base des transitions qui sont observées. À aucun moment, je n'ai explicité les probabilités des transitions, probabilité d'atteindre l'état S', compte tenu que j'exécutais l'action A en S. Mais ces transitions observées sont issues des probabilités qui sont inconnues et elles vont m'être suffisantes pour estimer avec les bonnes qualités mathématiques la valeur de Q. Merci. Alors cet algorithme est un exemple parmi plusieurs. Il présente l'avantage d'être simple. Ici, j'itère tant que l'état S rencontré n'est pas le but ou tant que je n'ai pas fini la tâche. Je prends par une certaine fonction de choix une action en fonction des qualités respectives, je l'exécute, j'observe la récompense associée et l'état résultant. Et je mets à jour la qualité du couple de l'action A en l'état S, tout simplement en remplaçant Q, du fait de cette soustraction, par la somme de la nouvelle récompense et du maximum sur toutes les actions à venir à partir de l'état où je suis arrivé. Modulo un coefficient alpha qui va être dégressif comme tout à l'heure, ou que je vais maintenir constant entre 0 et 1 si mon environnement est instationnaire. Et donc, c'est le même algorithme que précédemment, mais on change la formule de mise à jour et on prend en compte l'état. Cet algorithme va m'être utile également dans le cas d'un espace continu, c'est pour ça que je le présente. Dans un certain nombre de cas, les modèles discrets que j'ai présentés auparavant sont impraticables, sont impossibles. Ils présentent aussi l'inconvénient de ne pas permettre de généraliser, parce que les métriques sont difficiles à définir sur des états discrets. Ce que je voudrais, c'est que même pour des états que je n'ai jamais observés, je puisse faire le raisonnement que pour des états proches, je vais avoir des actions proches. Et donc, ce que je vais faire, dans le cas continu, mon espace S et A sont continus, ou l'un ou l'autre, ou tous les deux sont continus, eh bien, je vais approximer Q par une certaine fonction paramétrique. Par exemple, je me donne une fonction linéaire de n paramètres. Et je vais utiliser un algorithme d'estimation de ces paramètres, par exemple l'algorithme du gradient, qui va mettre en œuvre exactement l'algorithme précédent en remplaçant la mise à jour de Q par cette mise à jour-là. Je ne détaille pas davantage. Se pose le plus souvent un problème inverse, qui est que ces renforcements ne sont pas directement observés par le robot. Il est rare que la tâche dise au robot « à tel moment, voilà ta récompense, à tel moment suivant, voilà ta récompense ». Donc la récompense n'est pas connue. Et le problème inverse, c'est de pouvoir, à partir d'un comportement optimal donné par exemple par un tuteur, déterminer quel est le modèle qui permettra de le générer. Donc on a un tuteur qui démontre le comportement optimal ou l'action optimale, et puis on va estimer le modèle à partir de là. Et on tombe sur des techniques relativement classiques d'estimation et de résolution des problèmes inverses par optimisation, en particulier par programmation mathématique. Ça a été mis en œuvre, en particulier dans ce laboratoire du Max Planck Institute de biocybernétique, par exemple pour des tâches de jeu de fléchettes. Ça a été mis en œuvre avec succès. Dans le jeu de fléchettes, on sait lire la récompense immédiatement, ou dans le jeu du bilboquet, où le tuteur ici réalise l'action et ensuite le robot s'entraîne et apprend l'action adéquate pour pouvoir faire cette prise par le bilboquet.
Ici, le tuteur réalise l'action dans l'espace de configuration du robot, cas plus intéressant, où c'est par capture du mouvement que l'on détermine le comportement optimal à imiter. Et ça a été mis en œuvre avec beaucoup de succès et de façon assez spectaculaire par une équipe de Stanford pour les manœuvres acrobatiques pour un hélicoptère. Il y a très peu de pilotes qui sont capables de réaliser de telles acrobaties sur un hélicoptère. Un hélicoptère n'est pas un engin qui effectue facilement des acrobaties. Ici, on apprend les acrobaties réalisées par un pilote champion qui agit directement, là encore, dans l'espace de configuration du robot. Puis, on va améliorer ce que le pilote a montré par apprentissage. Ici, l'apprentissage est absolument indispensable parce qu'on ne connaît pas de modèle satisfaisant de l'hélicoptère. Il n'y a pas de modèle satisfaisant de l'hélicoptère capable de réaliser cela. L'approche est assez élaborée. Je donne ces trois grandes lignes. On prend des modèles qui sont très simples. C'est des modèles linéaires rigides de l'hélicoptère. Le modèle de l'hélicoptère n'est ni linéaire ni rigide, mais le pluriel est important. Ce n'est pas un seul modèle, on en apprend plusieurs. Il y a un modèle pour chaque manœuvre. Et ceci est appris par des techniques d'apprentissage supervisées, par régression à partir des manœuvres du pilote, qu'on améliore par renforcement en vol autonome. Une deuxième étape consiste à apprendre les trajectoires pour chaque figure acrobatique. Vous avez vu passer rapidement plusieurs figures acrobatiques. Eh bien, pour chaque figure acrobatique, on apprend. Et bon, il y a une technique qui permet de le faire. Sachant que c'est des trajectoires, le temps intervient et c'est intégré de façon assez élégante dans un algorithme dit expectation-maximisation. Et une fois qu'on a la trajectoire, il faut synthétiser les lois de commande. Et ça, c'est les techniques d'automatique par un régulateur linéaire quadratique, en l'occurrence ici à horizon glissant, qui permet de le faire. Apprentissage de compétences, je vais passer ou illustrer rapidement comment on passe de l'action aux compétences qui permettent de la réaliser. Le plus souvent, une action va se décliner de plusieurs façons de combiner entre elles des fonctions sensorimotrices. Par exemple, pour naviguer, il faut se localiser. J'ai plusieurs façons pour me localiser. Il faut se déplacer, il faut reconnaître des lieux, il faut cartographier. Ces différentes façons ne se somment pas algébriquement et on va prendre simplement la meilleure parce que elles sont complémentaires et il faut s'adapter au contexte. Par exemple, les compétences de navigation, selon que j'ai des amerres visuelles ou pas, selon que je suis dans un lieu où le laser va me donner une information pertinente, sinon, ou s'il est pénalisé par spécularité, je vais utiliser cette compétence. Par exemple, je vais planifier le chemin, puis je vais suivre le chemin que je vais planifier par une technique dite de bande élastique qui va le déformer pour contourner des obstacles. Sinon, je peux avoir cette compétence, etc., etc. Il se trouve que la synthèse des compétences en commande est un problème de planification. Dans ce cas particulier, et on a montré qu'une technique de planification dite réseau hiérarchique de tâches permet de le résoudre. En particulier ici, une tâche, c'est naviguer, qui se décompose en, pour cette méthode particulière, se localiser, se déplacer, qui, elle, se décompose en ces actions, etc., jusqu'à ce que je parvienne au stimulus, aux commandes directement que je vais envoyer au système sensorimoteur du robot. Je sais synthétiser donc une collection de compétences de ce type. Se pose le problème de choisir la meilleure à tout moment, sachant que la meilleure, quand je navigue, n'est pas nécessairement la même d'un bout à l'autre. Je vais changer de compétence parce que le contexte a changé. Donc j'ai démarré une compétence et la seconde d'après, je vais réapprécier et modifier la compétence que je suis en train de dérouler pour réaliser ma tâche. Et ce choix de la compétence la plus appropriée pour poursuivre la tâche, je vais le faire par apprentissage, en l'occurrence par un processus décisionnel de Markov. Ici, j'ai la carte de l'environnement. Cette carte, je sais la colorer en fonction des propriétés de navigabilité qui vont être pertinentes pour le choix de la compétence. C'est le jeu de couleurs qui est là. Je n'ai pas le temps de vous le détailler. Et je vais avoir un graphe qui est un espace d'état de ce processus décisionnel de Markov qui porte sur des variables pertinentes pour faire le choix de la compétence la plus appropriée, dont les attributs de navigabilité de l'environnement, qui sont les couleurs associées à ces différents nœuds. Le robot est ici, il souhaite aller là, il s'attend à trouver des zones dont les propriétés de navigabilité suivent cette succession de couleurs, il va projeter ça dans son graphe qui est ici, son processus décisionnel de Markov, et il va essayer d'apprendre le plan le plus intéressant, et il va faire ça par une technique
à horizon glissant, un choix localement optimal à horizon glissant. Tant que l'état courant n'est pas le but, je vais mettre à jour mon itinéraire, je vais projeter cet itinéraire dans le modèle du processus décisional de Markov en fonction des propriétés de navigabilité que l'on sait trouver par ailleurs. Je vais synthétiser le plan optimal pour ce processus décisional de Markov, dont je ne vais garder que la première action que je vais appliquer à l'état S, et je vais recommencer. Il se trouve que le graphe que j'ai ici est relativement dense, quelques milliers d'états, pour me permettre de mener ceci à des fréquences de l'ordre d'une dizaine de Hertz. Je pense que l'illustration de comment le robot agit, je vais pouvoir la passer, me dit Jean-Paul que je n'ai pas le temps. Et apprentissage de modèles de comportement, bien a priori, je vais dire juste un mot pour passer à ma conclusion, rester dans les temps, c'est quand j'ai globalement réalisé cette hiérarchie, je planifie, j'ai l'action se décline en compétence, la compétence se décline en commande, je l'illustrerai rapidement après, eh bien, j'obtiens quelque chose qui est très compliqué et pas simple à comprendre lorsqu'on observe le robot. Et c'est un phénomène assez général lorsque j'ai quelque chose qui résulte de la composition de nombreuses fonctions qui sont chacune d'entre elles modélisées individuellement. Eh bien, les modèles des parties, je ne sais pas les composer globalement en un modèle du tout. Et cette composition, c'est un problème que l'on trouve dans d'autres domaines, eh bien, ici en l'occurrence c'est le comportement global. Pour pouvoir le comprendre et le modéliser, eh bien, je vais utiliser là aussi une technique d'apprentissage qui va me permettre, ici en l'occurrence, de prédire le comportement du robot, de l'améliorer, de l'adapter à l'environnement et à l'utilisateur, parce que l'utilisateur peut percevoir l'action du robot de façon assez subjective, en particulier lorsqu'il n'est pas familier du robot, il ne voudra pas que le robot s'approche trop près ou trop vite, mais lorsqu'il devient familier et où il s'habitue au robot, il souhaitera que le robot aille plus vite pour réaliser les missions qu'il lui donne. Alors on a expérimenté ça, excusez-moi, je vais passer directement à ma conclusion pour dire que la planification de tâches, eh bien, dans le cas où on accepte des hypothèses restrictives, la planification classique et ses extensions, eh bien, on a un état de l'art qui est bien avancé, avec une bonne maîtrise des propriétés calculatoires. On sait générer des plans relativement complexes, plusieurs centaines d'actions, on sait les optimiser, que les problèmes se posent au niveau de l'intégration de la planification dans l'action délibérée, et il faut intégrer les techniques de prédiction sur des modèles qui sont aisément calculables, avec les problèmes de perception commande en boucle fermée qui sont nécessairement non déterministes. Et qu'une approche à approfondir me semble être la planification par hiérarchisation et affinement progressif, dont j'ai illustré quelques exemples dans ce qui précède. L'apprentissage est nécessaire à tous les niveaux de spécification et de programmation des robots. On a besoin de modèles, on travaille avec des modèles, et il est difficile de donner ces modèles à la main, d'élaborer ces modèles à la main. Aujourd'hui, il est difficile de les apprendre complètement et de façon complètement autonome. On doit donner des informations aux robots, mais on sait faire avec beaucoup d'excellents succès au niveau des commandes par renforcement et par imitation. Des succès plus partiels pour des apprentissages au niveau plus élevé, compétences et modèles de comportement. Une approche qui me paraît importante et intéressante à approfondir, c'est l'apprentissage par interaction avec un tuteur, au-delà des aspects commandes que j'ai illustrés, avec des difficultés pour comprendre l'action du tuteur, avec des techniques de reconnaissance de plan qui est aussi un sujet très actif, et la difficulté de transposer l'action du tuteur dans son espace sensoriel et moteur, contrairement au cas où le tuteur donne l'action directement dans l'espace de configuration du robot. En général, on voudrait que le tuteur agisse, dise « voilà comment je voudrais que tu fasses » et que ça soit au robot de transposer. Et je termine avec des remerciements et quelques références. Remerciements aux collègues qui ont contribué aux diverses expériences OLAS que j'ai mentionnées et références aux travaux qui m'ont servi à illustrer ce séminaire.